Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de m'accueillir chaleureusement chez vous. C'est la première fois que je participe à cette conférence, dont c'est la 11e édition. Et au vu des débats et de la qualité des orateurs et aussi de l'assistance, je peux vous promettre que j'essaierai de revenir le plus souvent possible. Alors, le sujet à traiter, c'est est-ce que le secteur de l'assurance peut être un refuge contre les risques? Alors, si on regarde ce que veut dire le mot refuge, c'est un endroit où on est protégé des menaces. Et effectivement, les assurances permettent de se protéger des menaces et des risques. C'est votre métier, c'est votre activité. Derrière cela, il y a un modèle d'affaires, il y a des primes, il y a un fonctionnement, il y a le financement de la société d'assurance. Et il faut que les assurances fonctionnent bien, qu'elles soient profitables, pour qu'elles soient aussi une valeur refuge. Ce qu'elles deviennent de moins en moins à la bourse, parce que les contraintes sont énormes. Et ça, c'est donc une partie du mot refuge que je voulais souligner. Et je ne parlerai pas de cet aspect dans ma présentation, puisque je participerai cet après-midi au panel qui parlera des défis que posent les intérêts très bas dans lesquels nous vivons. Et je parlerai surtout donc de ce que peuvent faire les assurances en tant qu'institution, en tant qu'entreprise qui nous protège des risques et des menaces. Alors, les menaces, je ne vais pas répéter toutes celles qu'avait déjà mentionnées Florence ici à cette tribune et hier au délicieux dîner dans un cadre inoubliable. Mais sur les menaces, je voudrais dire 2-3 choses. La première, c'est qu'il y a des menaces nationales et des menaces internationales. Alors sur les menaces nationales, juste un mot. Les menaces peuvent et se développent aujourd'hui beaucoup plus rapidement que dans le passé. Et ça, c'est une chose à laquelle les acteurs de l'assurance doivent prendre garde. Je pense au Chili, par exemple. J'étais la semaine dernière au Fonds monétaire international et je parlais avec le ministre de l'Environnement et le ministre des Finances du Chili. Et je dois dire que j'avais quelques heures de retard sur l'information et je disais à Felipe, je me réjouis de venir à Santiago, je vais y aller là, pour la conférence des parties 25. Je me réjouis de venir. Et puis, d'ailleurs, vous êtes le pays le plus stable d'Amérique du Sud, etc. Et il me dit, oui, Pierre, c'est vrai jusqu'à hier. Et donc, j'ai regardé les nouvelles et je n'en revenais absolument pas. Et puis, on voit que cette crise dure, etc. Donc, les menaces nationales peuvent être très rapides. Et ça exige des réactions rapides des acteurs politiques. Mais pour vous qui êtes des assureurs, je crois que c'est une variable à laquelle il faut se préparer. Les menaces internationales, elles sont connues. Je voudrais quand même insister sur une. C'est, comme on le dit joliment en anglais, self-inflicted damage. Donc, c'est quand on remet en cause le multilatéralisme et le commerce mondial. Ça, c'est quelque chose qui est purement politique. Là, ça ne dépend pas de crise économique, ça ne dépend pas de guerre. C'est le bon vouloir des États. Et malheureusement, nous savons qu'il y a de plus en plus d'États qui commencent à douter des bénéfices qu'apporte un commerce multilatéral ouvert, et c'est très inquiétant. Cela se dédouble d'une remontée du nationalisme dans beaucoup de pays, et donc il y a dans cette remise en cause du multilatéralisme et d'un commerce mondial multilatéral organisé autour de l'Organisation mondiale du commerce, bien sûr, donc des développements politiques qu'on ne peut pas ignorer. Qu'en est-il en Europe? Je vais parler un peu d'Europe dans mon introduction et à la conclusion. Qu'en est-il en Europe? Nous avons un talent extraordinaire qu'a souligné hier soir aussi Enrico Letta dans son discours. Nous avons un talent extraordinaire pour ne jamais parler positivement de l'Europe.
Alors, il disait qu'on était pessimiste. C'est vrai, on est d'ailleurs pessimiste par nature, semble-t-il, dans la plupart des pays européens, mais nous ne sommes pas capables de communiquer de manière intelligente et positive toutes les bonnes choses que nous faisons. Alors, je racontais à Enrico Letta, et d'ailleurs, sans me rappeler exactement qu'il était, et justement à ce moment-là, Premier ministre, quand j'étais au premier Ecofin de ma vie, en 2013, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était l'Ecofin où on s'est mis d'accord sur l'union bancaire. C'était ma première réunion, je me suis dit, tu es vraiment vénard d'être là le jour où on se met d'accord. Et donc, le lendemain, je croyais qu'on allait lire dans les journaux, l'Europe se met d'accord sur l'union bancaire, qui est un parapluie qui nous protège, c'est quelque chose d'unique au monde, aucune autre région du monde n'a une protection de son système bancaire mutualisé, et donc je me disais, demain on lira, donc c'était en décembre 2013, l'Europe s'est mis d'accord sur l'union bancaire, c'est extraordinaire. Pas du tout. En tout petit accord sur l'union bancaire, gros titre, ils ne réussiront jamais à la mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas ce que disaient les ministres, mais c'est ce que disaient les médias. Après, nous avons mis en œuvre l'union bancaire. Elle marche pas mal, comme on dit à Paris, pas mal, ça veut dire très bien, mais enfin, bon, on va dire qu'elle marche bien. Il y a certainement de la marge pour améliorer les choses, mais c'est extraordinaire ce qu'on a fait là. On a réduit nos risques d'une manière phénoménale. Et on passe son temps quand même à critiquer encore l'union bancaire. Comme je disais, on peut faire mieux, mais il faudrait quand même faire des progrès sur la communication. Alors, comment se porte l'Europe ? L'Europe se porte économiquement relativement bien, contrairement à ce que vous lisez tous les jours dans les journaux. L'année dernière, en 2018, nous avons eu une croissance dans tous les pays de l'eurozone, une croissance qui était autour de 2 à 2,5% dans toute la zone euro. Tous les pays qui respectaient le pacte de stabilité et de croissance, tous les pays pratiquement qui baissaient leurs dettes, etc. Deuxième chose qui va vraiment bien en Europe, on a créé 11 millions d'emplois en 5 ans. Si vous m'aviez dit ça il y a 5 ans, je ne vous aurais pas cru. D'ailleurs, beaucoup de gens disaient on ne sait pas comment résoudre le problème du chômage en Europe, et on expliquait toute une série de choses pour justifier pourquoi on ne créait plus d'emplois. Eh bien, 5 ans plus tard, on se rend compte qu'on crée 11 millions d'emplois comme on n'en a plus donc créé depuis les années 60. Donc, soyons plus optimistes. Soyons plus optimistes et diffusons, je dirais, les bonnes nouvelles, les choses qui fonctionnent. La dernière chose, je vais régulièrement en Chine. Nous sommes actuellement dans cette situation paradoxale que les deux champions du commerce mondial, les deux régions ou pays du monde qui défendent un système multilatéral, c'est l'Europe et la Chine. Alors si vous regardez le triangle que fait les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, il n'y a que la base du triangle entre l'Europe et la Chine qui veut garder les marchés ouverts. Donc dans cette relation triangulaire, il faut absolument que la Chine et l'Europe avancent de concert, ce qui est quand même un paradoxe, puisque nous, on sait que c'est les États-Unis qui ont été les premiers à nous parler des vertus du commerce international et de l'ouverture sur le monde. Donc, l'économie se porte mieux qu'on ne le dit, mais ça ne veut pas dire que tout va très bien. Je crois que la plus grande faiblesse de l'Europe aujourd'hui, c'est un taux d'investissement trop bas. Cela a été dit par Jacques Delarosière ce matin. Vous regardez toutes les statistiques, nous n'avons pas réussi à atteindre un niveau d'investissement en Europe qui soit en pourcentage équivalent à ce qui existait avant la crise de 2008. Donc là, en 10 ans, nous avons un déficit qu'il faut absolument combler. Et pour moi, c'est la priorité absolue de l'Europe dans les prochaines années, c'est d'arriver à un taux d'investissement plus élevé. Et les assurances peuvent jouer un rôle dans ce domaine. Alors, sans grande originalité, je vais dire qu'il y a 2 défis principaux, outre celui des investissements où je reviendrai à la fin, pour le secteur de l'assurance comme pour les finances en général. Un, c'est la digitalisation ou la numérisation de l'économie, et 2, le changement climatique. Alors, dans ces 2 domaines, vous avez un rôle à jouer qui est fondamental. Et je crois qu'il faut en prendre conscience et saisir les opportunités. Bien sûr, avec la digitalisation,
l'intelligence artificielle, on va pouvoir délivrer les services d'assurance de manière beaucoup plus efficace que dans le passé. Je discutais avec notre collègue allemande de l'importance du secteur de l'assurance dans le monde. Eh bien, l'Europe est en train de perdre des parts de marché, tandis que les États-Unis et la Chine en particulier sont en train d'en gagner. Une des raisons, c'est bien sûr la réglementation, j'y reviendrai, mais la deuxième, c'est que les autres régions du monde avancent plus vite dans la digitalisation. Et je prendrai pour exemple le fait que sur les 100 plus grandes entreprises d'intelligence artificielle, il n'y en a que 4 qui sont européennes. Si vous prenez les licornes de la FinTech, unicorns en anglais, il n'y en a que 5 sur 39 qui sont européennes. Et donc, nous prenons un retard énorme dans ce domaine. Que faire ? Eh bien sûr, il y a des choses à faire au niveau européen, et puis il y a des choses qu'on peut faire au niveau national. Nous avons créé Luxembourg House of FinTech, qui est une initiative publique-privée. Je crois que nous devrions faire davantage d'initiatives publiques-privées en Europe. Nous sommes vraisemblablement la région du monde où on sait le faire. Et c'est comme ça qu'on peut créer des incubateurs plus puissants, et puis bien sûr travailler ensemble à l'échelle européenne. Alors, je ne suis donc pas très optimiste sur, si je regarde l'état des lieux aujourd'hui, sur la capacité de l'Europe dans le domaine de la numérisation d'être en tête. Je le suis d'autant moins que nous avons créé une réglementation qui s'appelle en anglais GDPR, c'est la réglementation sur la protection générale des données, où il y a 2 éléments qu'il faudrait souligner. Le premier, on est très fiers de cette réglementation, car on a beaucoup innové et dans le monde, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'entreprises nous disent « c'est magnifique ce que vous avez fait ». Une vingtaine d'États fédérés des États-Unis s'en inspirent, à commencer par la Californie. C'est très bien. Mais regardez ce qui se passe en Chine. En Chine, il n'y a bien sûr pas de réglementation générale de la protection des données, c'est exactement l'inverse. Tout est totalement disponible et transparent. J'ai visité il y a un mois le siège de Ping An à Shenzhen, c'est assez impressionnant. Je vous encourage tous à leur rendre visite parce que quand vous allez au rez-de-chaussée voir la console avec laquelle ils contrôlent en temps réel tout ce qu'ils font, c'est absolument ahurissant. Je vais vous donner quelques chiffres, 300 millions de clients, bon, c'est très beau, 300 millions de clients ou de contrats, et vous voyez le chiffre qui bouge tout le temps, parce que c'est en temps réel. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous regardez le nombre d'agents de cette société, 1,8 million d'agents. C'est ahurissant. Le chiffre, bien sûr, bouge tout le temps. Et puis, ils vous disent, on réussit à être en moins de 10 minutes sur le lieu d'un accident de circulation, sur tout le territoire de la Chine. Moi, je dis, vous plaisantez, c'est pas possible. Même au Luxembourg, on n'arrive pas à être en 10 minutes. Et le pays est petit. Mais oui, ils me disent, c'est très simple, il y a des caméras partout, sur tout le territoire de la Chine. Reconnaissance faciale sur tout le territoire de la Chine. Protection des données. Et grâce à ça, donc, en moins de 10 minutes, on a des photos qui sont envoyées là, à la maison mère, traitées par de l'intelligence artificielle en quelques secondes. Et si le dommage est moins que 5 000 renminbi, ou 5 000 renminbi, ce qui correspond à 50 ou 60 €, vous êtes payé dans la minute. Donc, imaginez, ça se fait en Chine aujourd'hui. Et alors là, je dis protection des données. Comment voulez-vous demain ? Le demain, c'est dans quelques mois ou dans quelques années, être compétitif par rapport à ces sociétés. Moi, j'aime bien la protection de la vie privée et la protection des données. Ces acteurs-là sont tellement en avance déjà technologiquement que le jour où ils viendront s'installer sur nos marchés et ils rempliront toutes les conditions aussi de la protection des données, mais ils auront des moyens financiers et des moyens technologiques plus grands que le nôtre. Donc je suis inquiet. Ma deuxième inquiétude, c'est
que, effectivement, pour toute une série de raisons, vous avez les grands acteurs, on les appelle GAFA en France, qui, bien sûr, vont empiéter sur vos spécialités. La dernière en date, c'est celle d'Amazon, qui propose des prestations dans le domaine de la santé à travers son réseau. Et ça vient d'être lancé, donc on ne sait pas si ça sera un grand succès, mais ça vous donne, si vous voulez, les deux grands risques. Un pays comme la Chine qui ne respecte pas la liberté privée, c'est son système, il a toujours été comme ça, et deux, des grands acteurs de l'économie digitale qui vont aussi délivrer des services d'assurance. Mon deuxième point, et là je suis plus optimiste que sur la digitalisation, c'est le changement climatique. Car je crois que là, l'Europe est vraiment en pointe, parce qu'intellectuellement aussi, comme d'ailleurs sur la protection de la vie privée, on a reconnu l'importance de ce sujet qui dépasse tous les autres, et que tous les acteurs s'y préparent peut-être davantage qu'ailleurs. Donc on sera peut-être mieux à même d'utiliser le potentiel dans ce domaine. Vous aurez noté que je porte un pins. Je ne suis pas du tout une personne à pins. Ça date de quelques semaines, parce que je trouve que c'est tellement fondamental de sauver notre planète et que c'est tellement fondamental de développer une finance soutenable que je veux me le rappeler à moi-même tous les jours. J'ai envie de dire, la finance, et dans la finance je mets les banques bien sûr et les assurances, la finance sera soutenable ou elle ne sera plus. Je pense que l'avantage des assurances, des banquiers, des services financiers, c'est qu'il y a un grand savoir-faire et que vous devez construire sur ce savoir-faire pour développer des produits environnementaux, verts, écologiques, appelez-les comme vous voulez. Vous êtes mieux placé que les concurrents. Mais il faut développer ces produits plus vite que les concurrents potentiels. Alors là, l'Europe va nous aider avec ces réglementations qui sont en train d'être faites et presque terminées sur qu'est-ce qui est vert. Donc la taxonomie, comme la Commission l'a joliment appelée, je leur ai dit qu'ils étaient quand même bizarres de mettre de la taxe partout. Mais ils m'ont dit que c'était un autre mot taxe, celui-là. Mais bon, on comprend ce que ça veut dire. Il s'agit d'avoir une réglementation qui permette d'éviter qu'on fasse du blanchiment ou du verdissement artificiel des produits. Et si on réussit cela, et je suis confiant qu'on va le réussir, on va répliquer le succès des UCITS, le succès des fonds d'investissement. Puisque ce que nous avons réussi à faire avec les fonds d'investissement, vous savez que le Luxembourg est un acteur important dans ce domaine et la place de Paris également, c'est que nous nous sommes mis d'accord sur un cadre réglementaire à l'échelle européenne et ce standard est devenu le standard mondial. Parce que les autres régions du monde n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux parce qu'ils sont trop concurrents. Et nous avons une intégration qui va beaucoup plus loin que le reste du monde, donc nous réussissons à nous mettre d'accord sur des choses aussi compliquées. Donc si on se met d'accord sur la taxonomie, et je crois que c'est imminent, nous aurons l'outil pour devenir des champions de la finance soutenable. C'est en tout cas ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite. Alors le Luxembourg, dans tout ça, il y a peut-être deux éléments qu'il faut souligner. Nous avons lancé il y a 2 ans le Luxembourg Green Exchange, qui est donc une émanation de la bourse de Luxembourg et qui fait de la cotation d'obligations vertes de manière exclusive. Donc sur cette bourse, on ne peut coter que des obligations qui remplissent tous les critères possibles et imaginables. Et au jour où je vous parle, plus de la moitié des green bonds du monde entier sont cotés à cette bourse. Donc la Banque mondiale, par exemple, cote toutes ces obligations vertes à cette banque. Donc c'est une initiative intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle met l'accent sur le fait que l'avenir appartient aux green bonds. Mauvaise nouvelle. Savez-vous combien il y a d'émissions de green bonds par rapport au total des obligations ? Eh bien, c'est moins que 3%. C'était 2, donc ça va, on progresse, on est plus proche de 3, mais il y a encore un grand chemin à parcourir. La deuxième chose, c'est bien sûr les fonds d'investissement. Alors, nous avons à Luxembourg à peu près 4 500 milliards d'avoirs sous gestion. En dollars, ça fait 5 000 milliards, donc c'est énorme.
Et ce qu'il faut faire, c'est bien sûr verdir tout ça aussi. Et c'est comme ça qu'on mobilisera les capitaux nécessaires. Parce que les objectifs que s'est donné l'Europe, que nous nous sommes tous donnés à Paris à la COP 21, pour les réaliser en termes de protection de la planète, il faudra tout l'appui du secteur privé et surtout des banques et des assurances. Car si nous comptons seulement sur les moyens publics, on est en termes de milliards, et ce qu'il faut, c'est des milliers de milliards. En conclusion, je dirais que le vrai défi, c'est donc le verdissement, le climat et les investissements que cela doit et peut générer. Et donc je pense que là, l'Europe est la solution, la seule. Donc j'ai parlé de la taxonomie. Je crois que le sujet qui vous est très cher, c'est Solvency II et les règles qu'il faudra moderniser. Et je le dis très clairement, en tant que Luxembourg, nous allons tout faire ce qui est dans notre petit pouvoir, ensemble avec la France, parce que je pense que nous avons la même position. Il ne faudra pas surcharger la barque. En d'autres termes, il ne faudra pas augmenter encore les ratios, les exigences, parce que cela va décourager les assureurs d'investir dans l'économie réelle et dans les infrastructures. Et je parlais des parts de marché, nous voyons qu'elles sont en baisse pour l'Europe, et nous avons devant nous, grâce au changement climatique, ou à cause du changement climatique, des besoins énormes. Et les assureurs, vous avez des réserves colossales qu'il faut pouvoir diversifier. Donc je lance un appel, et je vois que l'AIOPA est bien représenté au plus haut niveau, pour qu'on ait aussi une discussion économique sur le sujet, et pas seulement une discussion réglementaire. Donc vous voyez, j'ai commencé en parlant de l'Europe, je finis en parlant de l'Europe, et il n'y a que ainsi que nous pouvons progresser sur ce continent, parce que l'Europe est beaucoup plus qu'une somme de tous les États membres. Merci beaucoup.